Alors, camping-car ou fourgon? On a déjà eu l'occasion de tester et de comparer concrètement le van et le camping-car, les camping-cars de grande taille et les petits camping-cars. Et voici enfin venu le temps de comparer la vie à bord d'un fourgon et la vie en camping-car. On va vous donner notre ressenti sur ce que l'un et l'autre type de véhicule implique concrètement en voyage, la conduite, le confort, la maniabilité, la flexibilité, les rangements, l'isolation, le gabarit et le prix. Donc pour ça, on va prendre comme appui nos connaissances du véhicule de loisir en général et les différents tests qu'on a pu faire. Donc notre vieux camping-car Capucine Hummer 494 qui est sur porteur Fiat Ducato, le Profilé Pilote 696U sur porteur Fiat également, et le nouveau fourgon Joa 63T sur une base Citroën Jumper que l'on vient de tester. Et oui, on est dedans. Vous pourrez retrouver tous nos comparatifs de tests de van, de fourgon, de camping-car dans une playlist complète. Le lien, on vous invite à le voir, il est en bas dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Alors à votre avis, camping-car ou fourgon, lequel est fait pour vous? On vous laisse le temps de liker cette vidéo et de vous abonner. C'est parti! C'est parti! Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet parce qu'en termes de prestations, le fourgon et le camping-car c'est devenu finalement assez comparable, avec des prestations similaires et de moins en moins d'écart de prix. On voit notamment des fourgons neufs à partir de 45 000 €, c'est rare à l'heure où on parle et les prix augmentent chaque année. Et avec le jeu des options, on atteint vite les 50-55 000 €, prix auxquels on peut trouver des camping-cars déjà très bien équipés. Il y a juste sur le budget carburant que ça va jouer, les fourgons ils sont moins lourds et donc les économies de carburant sont plus importantes. Si vous pratiquez l'éco-conduite, vous pouvez viser largement aller du 9 à 10 litres au 100. Nous on a même réussi moins que ça. Et avec un camping-car, c'est plutôt entre 10 et 12 litres au 100. Après ça dépend de plein de choses, la conduite, la motorisation. Nous avec notre camping-car, on est plus près des 11, 11,5, voire même parfois 12 litres au 100. Donc qu'est-ce qui fait finalement vraiment la différence entre un camping-car et un fourgon? Et c'est le type de voyage que vous allez faire et on va vous expliquer tout ça. Alors j'ai une amie qui m'a récemment demandé mais finalement c'est quoi la différence entre un fourgon et un camping-car? C'est marrant parce que pour les initiés, la question ne se pose même pas, on la voit du premier coup d'œil ce qui différencie un fourgon d'un camping-car. Mais quand on s'y connaît pas, un camping-car c'est ni plus ni moins qu'un grand fourgon aménagé. Or non, parce qu'on a bien une différence d'un point de vue de la structure du véhicule. Un camping-car, hors les grands intégraux, c'est conçu sur un châssis cabine sur lequel l'aménageur va greffer une cellule entière. Et un fourgon, comme les vannes d'ailleurs, c'est aménagé à même le véhicule utilitaire, c'est-à-dire le véhicule utilitaire, la fourgonnette de l'artisan, le véhicule de déménagement. Quand on connaît pas, ça peut sembler anecdotique, mais c'est très important de repréciser pour les nouveaux pour bien comprendre ce que ça implique. On va le voir dans l'aménagement et aussi dans l'utilisation. Premier aspect justement dans l'utilisation, et ça on s'en est rendu compte tout de suite quand on charge nos affaires pour partir, en fourgon aménagé, c'est un véhicule utilitaire. Donc dans utilitaire, il y a utile. Vous pouvez charger, décharger super facilement grâce aux portes arrière, aux portes latérales. Nous on a eu l'impression d'être des déménageurs bretons quoi, quasiment. L'accès il est beaucoup plus facile que dans un camping-car où on n'a qu'une petite porte pour rentrer et charger nos affaires. Donc c'est plus long et puis ça prend plus de temps. Ouais, à moins d'avoir une super soute accessible de l'intérieur, mais c'est pas le cas de tous les camping-cars. C'est d'ailleurs un gros défaut du nôtre, il n'a pas de soute. Le fourgon a vraiment le côté on charge, on décharge, on part rapidement pour un week-end ou une semaine, et c'est un aspect qu'on ressent aussi dans un van, et moins dans un camping-car, on doit l'avouer. On a l'impression de prendre plus de temps pour organiser, vraiment ranger les choses à leur place. Ouais, préparer le road trip. Donc le fourgon, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il s'adresse aux baroudeurs et pourquoi pas un véhicule de tous les jours qui pourrait dépanner aussi pour des déménagements, même pour aller, je sais pas moi, au boulot, un véhicule de vie quoi, ou même aller chercher ses enfants à l'école ou des choses comme ça. Alors que... Enfin des choses comme ça. Bref. C'est vrai qu'avec un camping-car, tu peux, mais ça passe moins inaperçu d'aller chercher ton enfant à l'école avec un camping-car, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, toujours par rapport à la structure, on peut parler isolation. Parlons-en. Étant donné que sur un camping-car, vous avez une véritable cellule, comme on l'a dit avant, un habitacle qui est conçu, qui a une certaine épaisseur de cloison, qui à la base rend l'isolation des camping-cars beaucoup plus optimale. On dit bien à la base, parce qu'après, l'isolation, elle est renforcée derrière les portes, sur les endroits stratégiques du fourgon, et c'est parfois ce qui va faire d'ailleurs la différence de qualité dans la fabrication d'un fourgon, par exemple. Il n'empêche qu'une des premières choses qu'on a remarqué quand on est monté à bord de ce fourgon, c'est vrai que c'est le côté qu'on voit la carrosserie. C'est d'ailleurs ce qui change par rapport à un camping-car où on peut des fois parfois oublier qu'on est dans un véhicule. Dans un fourgon, vous savez que vous êtes dans un véhicule. Alors du coup, on a l'impression que c'est vrai que ça peut être moins isolé. Donc on s'est renseigné auprès du constructeur sur le fourgon Joa, sur les parois alu, donc la carrosserie qu'on voit, il y a les portes coulissantes, ils mettent un isolant qui est composé de fibres en polyester aluminisé d'une épaisseur de 2 cm, auquel ils ajoutent aussi une paroi en polyester qu'on voit juste ici. Pour le sol, c'est des panneaux sandwich, comme son nom l'indique, sandwich,
C'est sympa pour casser la croûte, quoi. Apparemment, voilà, vous pouvez casser la croûte dans votre fourgon sans problème. Et entre les planches de contreplaqué, il y a du polystyrène extrudé. Enfin, extrudé, mais c'est pas grave. Non, tout ça pour dire qu'ils font un travail quand même sérieux sur l'isolation. Ils testent leur fourgon, en fait. Ils sont passés dans des chambres froides et ils ont des excellents résultats par rapport à ça, où ils sont classés classe 3, donc c'est le plus haut niveau d'isolation sur les fourgons. Donc c'est déjà bien rassurant, notamment sur un fourgon entrée de gamme comme on l'a ici. A priori, vous aurez toujours plus de difficultés à avoir une isolation de base optimale sur un fourgon qu'un camping-car. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on a froid ? Bah non, parce que nous par exemple on l'a testé pendant un mois, il y avait quand même des températures qui sont descendues très bas, à -1, -2, Ouais. et on n'a jamais eu froid dans le fourgon. Par contre, est-ce que ça veut dire à un moment donné qu'un fourgon vous allez plus avoir, le chauffage va plus être sollicité ? Ouais, C'est on l'a possible. entendu, il se remet vraiment en marche régulièrement pendant la nuit, donc il va consommer plus, c'est normal. Voilà, peut-être sur un fourgon le chauffage va être un peu plus utilisé que sur un camping-car. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose, donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'on chauffe plus dans un fourgon ou un camping-car? Ça nous intéresse de savoir. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui sont passés de l'un à l'autre et puis qui se rendent compte vraiment dans les faits ce que ça implique au niveau des consommations de chauffage. C'est intéressant. Alors parlons du gabarit, les amis. Le gabarit. Les camping-cars, ils sont généralement plus volumineux que les fourgons, bien sûr. En fait, on voit beaucoup de gens se poser la question de la longueur pour faire le choix entre un camping-car et un fourgon. Mais aujourd'hui, il faut le dire, on trouve de tout, hein. Des camping-cars profilés compacts de 6 mètres, comme des modèles de fourgons qui vont jusqu'à 6 mètres, 6 mètres 50. Par contre, ce qu'on va pas trouver, c'est des fourgons qui dépassent 2,10 mètres de large. Ouais, 2,10 m plus ou moins avec les Les rétroviseurs, rétros, mais en gros, ça voilà, dépend. c'est toujours plus fin. qu'un Mais ça camping-car. a son importance parce que les camping-cars, bon, excepté le nôtre et quelques modèles sur le marché, en grande majorité, c'est bien souvent 2,20, 2,30 de large. Plus les rétros. C'est cette largeur, vous allez voir que concrètement, ça a son importance quand on conduit. On en reparle juste après. En ce qui concerne la hauteur, en tout cas, celle des camping-cars est souvent plus élevée, de 80 à 3 mètres, alors qu'un fourgon, en moyenne, c'est 2,60 hors toit relevable. En pratique, la hauteur, ça change pas grand-chose, hein. Pour les barres de hauteur, on est tous à la même enseigne du coup. Et puis pour le prix des autoroutes, c'est pareil, c'est classe 2 également pour les fourgons comme pour les camping-cars. Il n'y a que les vannes en fait. Exactement, il n'y a que les vannes. Mais par contre, où ça peut changer, c'est sur la consommation de carburant. On a beaucoup plus de prise au vent, par exemple, on vous l'a dit, nous, avec notre camping-car, parce qu'il a une capucine. Donc ça aussi, ça peut changer. Donc tu l'as dit, seules les vannes peuvent se faufiler comme les voitures sous les barres de stationnement. Ça, on vous en a déjà parlé dans une autre vidéo. Il y en a de plus en plus en France, malheureusement. Et donc, clairement, le fourgon, là, il n'y a pas d'avantage particulier par rapport au camping-car. Donc forcément, on va parler maniabilité. Parce que pour des questions de gabarit, autant vous dire que sur des petites routes, parfois avec un camping-car, vous serrez un petit peu les fesses. D'autant si vous croisez quelqu'un. Alors qu'avec le fourgon, ça passe, mais crème, vous conduisez vraiment un véhicule utilitaire, il n'y a aucun souci. Au final, de par le gabarit, on va avoir un véhicule vraiment maniable. Même si certains vous diront, non, pas de problème avec mon camping-car, je passe partout. Non, pas de problème, avec mon camping-car, je passe partout. Oui, voilà. Là où un bus scolaire, par exemple, va passer, vous passez, quel que soit votre gabarit, mais n'empêche que ce sera plus difficile, on peut pas le nier. On l'a vu, nous, sur les routes de colle, avec le fourgon, c'était quand même très facile. Il y a des endroits où, avec le camping-car, on aurait plus eu le pied devant le frein, on aurait beaucoup plus ralenti à des moments sur des croisements. Dans les villages, il y en a beaucoup en France où les rues sont étroites, donc clairement, on peut passer partout en camping-car, c'est vrai, mais c'est pour être stressé de rayer la carrosserie à chaque virage, ou alors bloquer tout le village, être l'attraction, faire des marches arrière à tout le monde, c'est pas génial non plus, quoi. C'est ça, et donc du coup, c'est beaucoup plus stressant pour soi en fait, mais ça s'apprend, c'est vraiment une question d'habitude, c'est pour ça qu'il faut quand même un peu relativiser ce qu'on dit, mais c'est vraiment par rapport encore une fois à la comparaison qu'on se place. On va pas vous dire avec un camping-car vous pouvez pas faire des routes de colle, vous pouvez pas aller dans les petits villages, c'est faux, ça sera juste un petit peu plus compliqué. C'est ce qu'on avait vu par exemple avec le Pilote 696U quand on l'avait testé, il était plutôt large, il était à 2,30, voilà, même s'il y avait des fois on était un peu sur le qui-vive, mais au final ça passait et on a pu faire autant de choses qu'on le fait avec un fourgon. Mais sur la route on voit qu'on utilise un petit peu plus d'espace qui nécessite forcément d'adapter un petit peu plus sa conduite, anticiper pour ne pas avoir à freiner subitement, et il faut aussi faire attention aux autres. Parlons maintenant de l'espace et du confort. Forcément, un avantage amène aussi un inconvénient. Bah oui. Parce que si vous êtes sensible à l'espace intérieur, vu qu'il y a moins de volume dans un fourgon, vous vous sentirez peut-être un peu plus à l'étroit. Encore, avec certains modèles comme celui-ci, vous voyez, on peut retourner les sièges. Donc on a quand même un espace de convivialité pour le repas qui est pas mal du tout. Mais ça reste plus petit clairement que dans un camping-car. Alors sur notre petit camping-car, ce point il est pas valable parce qu'on est aussi à 2,10 de large, donc il est très très étroit. En fait, nous on est en camping-car avec les faiblesses des fourgons. La particularité de Swingy. Par contre, sur
sur le pilote, on avait quand même vu largement la différence sur les espaces de vie, d'autant que là, les espaces de vie étaient très très bien conçus pour ça sur ce camping-car-là. C'était presque un studio, Oui. studio roulant. Parce que qui dit plus d'espace, dit forcément plus de confort. Donc généralement, le salon dans un camping-car, on l'a dit, il va être plus grand. La chambre aussi, avec les couchages, seront aussi plus confortables. Le coin cuisine plus grand également, la douche, avec des WC séparés. Alors que sur les fourgons aménagés, comme on l'a ici avec le Joa, on doit partager les toilettes et la douche. Ça, c'est aussi le cas dans les camping-cars compacts comme le nôtre. En ce qui concerne les lits, généralement, c'est un transversal sur les fourgons aménagés, sauf sur certains modèles, encore une fois, un peu plus long. Celui-ci fait 6,36, le 63T, et on avait des lits jumeaux. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple pour utiliser un fourgon, et vous pouvez très bien partir entre amis ou avec votre le fils, chien, avec votre fille, couché, avec le chien aussi qui a un Bien lit sûr. jumeau, pas de problème. Il en faut pour tout le monde, encore une fois. Les rangements aussi du coup. Ça va être pareil, ça va aller avec l'espace, parce que si vous avez plus d'espace, vous avez forcément plus de rangements. Le camping-car a l'avantage d'offrir vraiment plus de rangements à l'intérieur. Sur la plupart des modèles, il y a des soutes qui sont assez grandes. Enfin, ça varie, ça dépend, mais vous pouvez y ranger des objets encombrants, vélo, trottinette, canne à pêche, même tout ce que vous voulez. Canne à pêche. Canne à pêche, j'aime bien dire canne à pêche. Canne à sucre. Planche de surf, saucisson, réserve de pâtes pendant le Covid, de papier toilette, enfin tout ce que vous voulez. Alors vous avez beaucoup plus d'espace pour emmener des choses futiles. Pack de bière et colis de vin aussi. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, côté fourgon, on a quand même le coffre sous le lit, donc on peut en plus la charger, on l'a vu très facilement, et la décharger facilement. Avec le fourgon Joa, on a même pu mettre des vélos pliables, donc ce qui était vraiment plutôt pratique. Autrement, s'il y a des soutes plus petites sur les fourgons, on peut toujours imaginer un porte-vélo pour conserver suffisamment de rangement, justement. Même si pour nous, ça ajoute de l'encombrement, et si vous faites déjà 6,36 et que vous rajoutez un porte-vélo, là ça commence à être quand même très long, du moins un peu plus encombrant. Et là, autant passer sur un camping-car compact, vous serez peut-être mieux, quoi. Mais donc, au final, il y a plus quand même de rangement, d'espace de rangement dans un camping-car, même dans la salle de bain, sauf dans le nôtre, encore une fois. De plus en plus qu'on voit d'autres véhicules, on voit qu'on a vraiment tous les avantages du camping-car, mais on a aussi en même temps tous les défauts du fourgon avec, tellement il est particulier comme véhicule. Donc les rangements sur un fourgon, c'est quand même bien pensé, optimisé et accessible. Accessible, ouais. Même si, encore une fois, vu que vous avez moins d'espace, il faudra quand même emmener l'essentiel encore plus qu'avec un camping-car, vous pouvez vous permettre d'élargir. C'est un problème. C'est pas un problème, c'est bien de voyager léger, même dans un camping-car de toute façon. Donc pour toutes ces raisons, la première différence fondamentale qu'on voit entre un camping-car et un fourgon, c'est que le camping-car il permet plus facilement de voyager en famille et aussi plus longtemps, plus loin, et puis en toute saison, clairement. Les espaces de vie en fait sont respectés. On pense à celles et ceux qui veulent faire des tours d'Europe, comme on a pu le faire, des tours du monde. En camping-car, c'est clairement possible. Il y en a certains qui le font en fourgon. Bien sûr, tout est possible. Certains le font même en van d'ailleurs. Personnellement, ça nous fascine d'ailleurs parce que ça pose d'autres problématiques d'espace vital, d'organisation, de confort, de toilette, tout ça. Ça crée d'autres problèmes. Pour nous, le fourgon, en tout cas, ça reste quand même un véhicule de baroudeur pour 2 personnes. Clairement, c'est le top. C'est comme ça qu'on peut en tirer, à notre avis, le meilleur potentiel. Ouais. Clairement. Alors l'autonomie maintenant, d'un point de vue du carburant, vous aurez à peu près les mêmes réserves en fourgon qu'en camping-car, ça dépend des véhicules, mais peut-être de quoi tenir davantage en fourgon. On l'a dit, le fourgon ça consomme moins. Quand on parle d'autonomie, on va avoir aussi les réserves d'eau propre et eau grise qui sont généralement plus importantes dans un camping-car que dans un fourgon. Il y a un peu plus de place. Sur un fourgon par exemple, on peut aller jusqu'à 110 litres d'eau propre, 80-85 litres d'eau usée. Et sur un camping-car, ça peut monter jusqu'à 130 litres d'eau propre et 80 litres d'eau grise. Donc du coup, vous serez un peu plus autonome en camping-car. Enfin, encore une fois, tout dépend de votre consommation. Et puis en ce qui concerne l'électricité, donc c'est-à-dire combien de temps vous pouvez tenir sans devoir brancher votre véhicule pour recharger la batterie cellule, et ben ça, encore une fois, ça dépend vraiment des véhicules et des équipements, plus qu'une histoire de camping-car vs fourgon. C'est quelque chose auquel on ne prête pas forcément attention quand on ne connaît pas, mais si vous êtes en train d'acheter, intéressez-vous à la capacité des batteries qui sont fournies avec le prix de base, savoir quel type de batterie, s'il y a un panneau solaire pour compenser l'énergie perdue, ça c'est super important. C'est souvent des options, mais elles sont indispensables, c'est notre avis, pour profiter du véhicule sans être branché tout le temps. C'est pas le but non plus de faire d'air de service en aire de service. Là, le fourgon qu'on a, il y avait 2 batteries AGM de 95 ampères, un panneau solaire de 120 watts, un booster de 18 ampères pour recharger en roulant. Donc c'est bien. Faut pas moins. Mais faut pas moins, sachant que c'est un frigo à compression. On l'entend d'ailleurs peut-être derrière. Ça veut dire qu'il fonctionne à l'électricité. Il tire plus sur la batterie qu'un frigo Trimix qui fonctionne au gaz, à l'électricité ou même en roulant. C'est le cas dans notre camping-car. Alors, on passe à la discrétion et au stationnement. Ah, l'épineuse question. Là, on a vraiment beaucoup de choses à dire en fait.
On dit souvent que la différence entre un camping-car et un fourgon se fait du point de vue de la discrétion. C'est pas rare d'entendre par exemple quelqu'un qui dit « Moi j'ai pris un fourgon, comme ça je suis sûr d'aller où je veux et de pas être empêché par tout ce qui est interdiction, etc. » Non, mais pour nous c'est plus complexe que ça. L'argument c'est de dire un fourgon aménagé, ça peut être facilement apparenté à un véhicule utilitaire, justement une fourgonnette d'artisan, etc. Du coup on passe inaperçu. C'est vrai pour des véhicules que vous aménagez vous-même, mais pour des véhicules constructeurs neufs, moi je trouve que c'est pas si sûr et du coup t'es pas forcément plus discret qu'en camping-car. Ouais, moi c'est pas vraiment mon avis. Je trouve quand même qu'un fourgon, bon désolé les camping-caristes, c'est notre cas aussi, hein, mais le fourgon je trouve qu'il s'intègre quand même mieux dans le paysage qu'un camping-car. Bon, après oui, c'est mon avis. parce qu'il est peut-être encore une fois moins volumineux, mais n'empêche qu'on voit quand même rapidement à quoi sert ce genre de véhicule. Il y a les lanterneaux, il y a les baies, il y a tout ce qui est customisation pour les branchements électriques, etc. Donc même si c'est vrai que la palette de couleurs des fourgons à carrosserie qui peuvent être gris, noir, etc. Gris, ça doit être pas mal. Encore que c'est des options que tu rajoutes, donc que tu payes aussi. C'est plus effectivement discret qu'un véhicule grand et blanc. Mais du coup, pour moi, c'est pas tant sur la discrétion que sur la tolérance qui est pour l'instant plus grande à l'égard des fourgons que vis-à-vis des camping-cars. Le panneau qu'on a vu qui était interdiction, c'était interdiction camping-car. Donc pour moi, c'est plus une perception du véhicule. Il y a peut-être une mauvaise image à des endroits du camping-car. Après, c'est vrai que le volume global d'un camping-car qui est plus imposant, ça facilite moins la tolérance des riverains, par exemple. Elle est moins spontanée. Mais ça, je pense vraiment, encore une fois, c'est pour terminer mon propos, que c'est une histoire de perception. Vous nous direz ce que vous en pensez, parce qu'à l'utilisation, nous, on a vraiment compris la différence en ayant le fourgon là pendant un mois. C'est vrai que dans un camping-car, on est vite assez cloisonné. On a sa maison avec soi, sa maison roulante. Avec un fourgon, on a l'impression que grâce à l'ouverture sur le côté, notamment sur l'arrière, on a une porte ouverte sur le dehors et donc on est moins enfermé. Vous allez plus croiser le regard des autres. Ils sont curieux généralement. Vous dites plus facilement bonjour, il y a plus un échange, donc l'attitude, elle est d'automatiquement un petit peu plus sympathique aussi, sans compter que pour des histoires de mode, le fourgon a un peu plus la cote et attire plus la sympathie parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent des fourgons. En résumé, ce que veut dire Pauline, je pense, c'est que dans l'inconscient collectif, il y a le côté camping-car égale je déplace mon chez-moi, mon confort, d'autant plus quand les camping-cars sont plus grands et plus neufs, VS d'un autre côté, le fourgon qui est plus un véhicule de baroudeur, de randonneur, voilà, qui est ouvert plus sur l'extérieur, sur des activités en nature par exemple. C'est ça. Mais pour nous, c'est plus une histoire de construction mentale, de clichés, qu'une différence objective. Vous avez tout dans les profils de possesseurs de fourgons ou de camping-car, et on est soumis encore une fois exactement aux mêmes contraintes pratiques et techniques. Oui, donc l'idée c'est pas de mettre encore une fois des gens dans les cases fourgonnistes, contre camping-caristes ou contre van. Voilà ce qu'on peut dire sur cette histoire de discrétion, auquel on ajoutera toujours aller dans les endroits où il y a peu de monde, sortez des sentiers battus, et là vous aurez toujours les meilleurs endroits et le meilleur accueil que vous soyez en fourgon comme en camping-car. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire lequel vous préférez entre camping-car ou fourgon. Et pour celles et ceux qui réfléchissent encore, on vous redonne notre conseil. Prenez le temps de peser selon les modèles les pour et les contre et testez avant d'acheter pour voir quel type de véhicule est vraiment fait pour vous. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà économiser 20 € sur votre prochaine location en cliquant juste ici. Ah bon voyageur, salut! Parce que qui dit. Je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est normal parce que je l'ai écrit.